Voilà. Avec ça, je devrais avoir assez d'électricité pour tourner la vidéo d'aujourd'hui. Ouh. Attends une minute, tu vas nous faire croire que tu accumules de l'électricité depuis 1 an et que c'est pour ça que tu n'as pas sorti de vidéo depuis? Bien sûr, enfin, c'est tout à fait crédible. Et pourquoi tu t'es pas simplement branché sur une prise électrique? C'est une excellente question. Et pour y répondre, eh bien, on va voir d'où vient l'électricité qui arrive jusqu'à votre prise électrique. Bienvenue dans Énergie. On va donc commencer par quelques chiffres sur la production électrique française. Et là, prof, je sais que tu vas te faire plaisir. Ah oui, des chiffres et des statistiques, mon petit plaisir coupable. La totalité des moyens de production en France avoisine les 130 gigawatts et la production annuelle a atteint 546 TWh en 2015. 91,3 TWh ont été revendus à nos voisins européens et 29,6 ont été importés. La consommation française de 2015 a donc été de 484,3 TWh. Comme vous pouvez le voir sur ce coulommier, plus des 3/4 de la production française est assurée par le nucléaire, suivi par l'hydroélectricité avec 11%, la combustion pour 6%, 4% pour l'éolien et moins de 2% pour le photovoltaïque et la biomasse. Un coulommier? Sérieux? Donc toutes ces technologies, sauf le photovoltaïque, reposent sur le principe de machine tournante pour produire de l'électricité. On va commencer par détailler le nucléaire, mais avant ça, quelques rappels. Un atome est composé principalement de 3 éléments. Dans le noyau, on va trouver des éléments chargés positivement, les protons, et des éléments neutres, des neutrons. Le 3e élément est le nuage électronique, chargé négativement. Il existe des atomes simples, comme l'hydrogène, composés d'un proton et d'un électron, et des éléments beaucoup plus lourds, comme l'uranium utilisé dans nos centrales nucléaires, composé de 92 protons, 92 électrons et 143 neutrons. La fission nucléaire va consister à envoyer un neutron sur cet atome d'uranium. Celui-ci va donc se couper en 2 atomes plus légers et libérer 3 neutrons ainsi que de la chaleur. Ces neutrons vont eux-mêmes percuter des atomes d'uranium et entretenir une réaction en chaîne, et la chaleur dégagée va être récupérée pour transformer de l'eau en vapeur. C'est cette vapeur qui va ensuite être utilisée en passant par une turbine pour faire tourner le rotor de notre alternateur et produire de l'électricité. Et si les atomes libèrent 3 neutrons à chaque fois, ça veut dire qu'à chaque étape, la réaction elle est 3 fois plus importante? C'est effectivement un problème, sauf bien sûr dans le cas des bombes atomiques, où là, c'est les faire chercher. Mais dans le cas d'une centrale nucléaire, on utilise des barres de contrôle entre les barres d'uranium qui, comme leur nom l'indique, permettent de maîtriser la réaction. On remarque également que la production d'électricité est au final réalisée par de l'eau sous forme de vapeur, qui va entraîner une roue à aube qui elle-même entraîne un rotor. L'eau est ensuite renvoyée au réacteur nucléaire pour être retransformée en vapeur, et le cycle continue encore et encore et encore et encore. Et ce principe d'utiliser une source de chaleur pour créer et exploiter de la vapeur est également utilisé dans toutes les centrales dites à combustion. On y trouve notamment les fameuses centrales à charbon, les centrales à fioul, mais pour la France, cela concerne essentiellement les centrales à gaz. On peut aussi utiliser du bois ou des combustibles renouvelables. Dans ce cas, on parlera de biomasse. On y trouve aussi les centrales solaires thermodynamiques, dont les miroirs concentrent les rayons du soleil sur un circuit d'eau afin de créer de la vapeur. On en trouve en Espagne ou en Californie, bref, là où il y a du soleil. Passons maintenant à l'hydroélectricité. Vous connaissez probablement les barrages hydroélectriques, ces grandes structures de béton qui créent de grands lacs artificiels. L'eau contenue dans ces bassins passe ensuite par une canalisation et entraîne une hélice qui va de nouveau entraîner une machine tournante. Ici, c'est la gravité et la différence de hauteur entre le point haut et le point bas du barrage qui fournit l'énergie. Mais cette énergie peut aussi être fournie par la force d'un fleuve ou d'une rivière. On appelle ça, assez poétiquement d'ailleurs, une centrale au fil de l'eau. On peut aussi utiliser les marées, comme dans la centrale de la Rance, dans laquelle ce sont les flux et reflux provoqués par les marées qui font tourner une hélice, qui entraîne un rotor d'une machine tournante, etc. Enfin, dernière technologie utilisant des machines tournantes, l'éolien. Ici, c'est bien entendu le vent qui va faire tourner une hélice à 3, 2, voire une pale pour entraîner la machine tournante. Oui, ce modèle existe bien. Oui, c'est hyper moche.
Voilà pour les machines tournantes. Il reste donc le photovoltaïque. Ce sont des panneaux qui transforment le rayonnement lumineux reçu en électricité. Leur production dépend donc énormément de la météo, de l'orientation du panneau par rapport au soleil, et de la durée du jour. Et du coup, on utilise tout ça en même temps? Pas vraiment. L'électricité a un gros défaut, elle est difficile à stocker. Il existe bien sûr des solutions, comme les batteries électriques que vous connaissez, ou les steppes, que vous ne connaissez probablement pas, qui sont de gros réservoirs dans lesquels on pompe de l'eau pour ensuite l'utiliser comme un barrage. Mais globalement, ces solutions ne peuvent compenser des grosses variations de consommation, surtout à l'échelle d'un pays. Il faut donc choisir quelle centrale utiliser à quel moment, et c'est ce que nous allons voir maintenant. En France, on découpe les consommations en 3 parties. La base, qui correspond à la consommation minimale tout au long de l'année, la semi-base, qui correspond aux consommations prévisibles et généralement saisonnières, et enfin la pointe, qui correspond aux variations difficilement prévisibles au cours d'une journée. La base est une consommation régulière toute l'année. Elle est donc couverte par des installations ayant des possibilités de variation faibles. Par exemple, l'hydraulique au fil de l'eau. On comprend bien qu'il est difficile de faire varier la vitesse d'écoulement d'une rivière. Un autre critère est un coût de l'électricité le plus bas possible. On va retrouver dans cette catégorie le nucléaire, mais également l'éolien et le solaire. Attends, il y a un truc que je comprends pas là. Ils utilisent l'éolien et le solaire alors que ça doit être totalement imprévisible en base. Je veux dire, avec le vent qui change tout le temps et puis les nuages, ça doit être impossible à prévoir ce truc-là. Eh bien, pour 2 raisons. La première est que l'État français impose aux producteurs électriques comme EDF par exemple de racheter l'électricité issue des panneaux photovoltaïques des particuliers et des entreprises. Donc, quitte à acheter du courant, eh bien, autant l'utiliser au maximum. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle le foisonnement. Les installations étant situées partout en France, même si certains panneaux ne produisent peu à cause par exemple de nuages ou d'autres conditions climatiques, eh bien la production sera meilleure ailleurs. Ainsi, la production photovoltaïque est au global à peu près équilibrée et relativement simple à prévoir avec de bons modèles météorologiques. C'est en revanche beaucoup plus compliqué pour l'éolien. Mais contrairement au solaire, l'éolien peut produire 24 heures sur 24. Et le principe de foisonnement fait qu'il y a toujours de la production quelque part. Après la base, la semi-base. Pour cette partie, il faut utiliser des installations pouvant varier fortement leur production tout en conservant un coût le plus raisonnable possible. C'est ici que les barrages et autres productions hydroélectriques entrent en jeu, ainsi que certaines productions à gaz et biomasse. Et enfin, les périodes de pointe. Ici, la réactivité est le maître mot. Et on va utiliser pour ça des installations pouvant varier très rapidement et fortement leur production. On y trouve essentiellement des turbines à combustion, et en cas de besoin, l'achat d'électricité à nos voisins européens. Mais ce modèle base, semi-base, pointe devient aujourd'hui de moins en moins applicable, car les usages de l'électricité changent et les consommations aussi. Alors, quelles évolutions pour demain ? Aujourd'hui, le système électrique français fonctionne sur un principe de production centralisé, éloigné des différents points de consommation. La principale conséquence est donc des pertes importantes durant la distribution, avec près de 10 TWh perdus pour 2015. C'est plus que la production photovoltaïque annuelle. Un des défis de demain passe donc par une production plus localisée, à base d'énergie renouvelable et de systèmes de stockage locaux. Mais comme nous l'avons vu, les énergies renouvelables sont surtout utilisées en période de base, et sont donc une alternative toute trouvée à nos centrales nucléaires. Mais elles ne pourront remplacer les installations de combustion en heure de pointe. C'est pourquoi il faut aussi jouer sur notre façon de consommer. En effet, entre 1970 et aujourd'hui, nos consommations ont quasiment été multipliées par 10. Jouer sur la production et la distribution ne suffira donc probablement pas, et il faudra également consommer moins et consommer mieux. Franchement, pourquoi s'emmerder à moins consommer? De toute façon, ils vont finir par développer une technologie comme la fusion nucléaire. Ça va régler tous nos problèmes, ça. Ah oui, tiens, on n'en a pas parlé. La fusion nucléaire, c'est l'opposé de la fission nucléaire. Au lieu de couper des grands atomes en deux, on va en faire fusionner de petits afin de créer de la chaleur. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionne notre Soleil. L'avantage par rapport à la fission, c'est que les atomes utilisés sont disponibles en très grande quantité sur Terre. Pas forcément accessibles, mais disponibles. Et permettant une production largement supérieure à nos besoins actuels. C'est vrai que la fusion nucléaire est prometteuse. Pas de déchets nucléaires, une quantité d'énergie illimitée. Mais aujourd'hui, la fusion nucléaire n'est encore qu'au stade de prototype. Sauf dans un domaine bien précis. Là, on a fait des sacrés progrès. Et là, je donnerai mon avis un peu plus personnel sur le sujet.
La fusion nucléaire n'est pas non plus une énergie infinie. Si nous continuons sur notre lancée, nous finirons bien par atteindre les limites de production de la fusion également. Et nous aurons toujours le problème des gestions entre les heures creuses et les heures pleines. Gardez donc à l'esprit que plus d'énergie, c'est bien. Mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Elle était bien cette vidéo, mais au final, t'as pas répondu à la question de base. Comment ça? Pourquoi tu t'es fait chier pendant 1 an à pédaler sur ton vélo au lieu de te brancher sur une prise électrique? Ah oui. En fait, il y a une raison très simple. Voyez-vous? Oh,